Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire. On va parler des ETF, on va parler de l'investissement responsable avec notre invité aujourd'hui, c'est Bertrand Alfandari. Vous êtes responsable, ça tombe bien, du développement des ETF chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour, bonjour et surtout bienvenue dans ce contexte un petit peu difficile. On a les masques. On va essayer d'être le plus clair possible, Bertrand. Bonjour Didier, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour les ETF, on va essayer déjà de replacer un peu le débat. C'est quoi déjà un ETF? Juste pour commencer par le commencement. Alors un ETF déjà, c'est un acronyme. Donc ce sont l'acronyme de E, c'est Exchange, T, c'est Trade, F, c'est Fund. Donc c'est en anglais, ça veut dire un fonds qui se traite sur une bourse. Donc pour dire les choses autrement, c'est un fonds listé en continu sur une bourse, donc en l'occurrence pour un investisseur français sur Euronext Paris. On appelle ça aussi un tracker. D'accord, donc on en parle beaucoup des ETF, ça fait déjà pas mal d'années qu'on voit les encours monter, progresser, exploser même dans certains pays. On peut peut-être rappeler déjà les grandes masses et pourquoi ça explose et pourquoi on en parle autant, en particulier aux États-Unis. Oui. Alors, si on fait un focus sur l'Europe, ce qui nous intéresse plus particulièrement, nous, on a une activité essentiellement concentrée en Europe. On a un peu plus de 1800 ETF qui sont listés. Alors, pas nous, BNP Paribas, mais le marché des ETF ou des trackers, c'est quasiment 2000 ETF listés en Europe, alors pas que sur Euronext Paris, pour un peu plus de 850 milliards d'euros d'encours. Si on remet ça en perspective par rapport à il y a une dizaine d'années, on avait 1200, 1400, 1300, entre 1200 et 1300 ETF il y a une dizaine d'années. Donc, à la limite, on n'a pas énormément eu d'inflation sur l'offre d'ETF. En revanche, en termes d'encours, il y a 10 ans, on était à 220 milliards d'euros d'encours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une offre qui est quand même assez large disponible sur l'ensemble des bourses européennes, mais avec un encours qui a progressé x4 en 10 ans. Et la croissance annuelle moyenne est d'environ 15% depuis 10 ans. Alors cette année, c'est un peu exceptionnel vu les conditions de marché qu'on a connues. Là, la croissance depuis le début de l'année sur le marché des ETF en Europe est de 8%. Donc on a un léger ralentissement de la croissance des encours des ETF en Europe. Mais il y a un mouvement de fond qui est très clair, vous venez de le résumer. C'est vrai que l'engouement était parti des États-Unis, il est arrivé en Europe, l'Europe du Nord marche très bien, la France, ça y est, ça décolle. C'est quoi les avantages des ETF déjà? Alors, je vais en citer trois, il y en a plus que trois, mais je vais en citer trois principaux. Le premier, c'est la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va utiliser un ETF comme on utilise un titre en bourse. Ce sont les mêmes types d'ordres, ce sont les mêmes plateformes de négociation pour un investisseur particulier. Donc on va investir, j'enlève mes lunettes parce que j'ai un petit peu trop de buée, mais on va investir donc sur Euronext Paris, sur un ETF, on va dire voilà, je vais investir 1000 euros, 10 000 euros sur tel type d'ETF et on va transmettre son ordre comme on achèterait une action. Et ensuite, l'ETF est listé en continu, donc son cours de bourse évolue comme le cours de bourse d'une action. Donc déjà, la simplicité d'utilisation, de fonctionnement, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est la diversité, la variété des possibilités d'investissement quand on est sur des ETF. Un ETF, c'est un fonds qui réplique un indice boursier. Donc le but, c'est de superposer la courbe de performance du fonds par rapport à celle de l'indice qu'il réplique. Ça peut être le CAC 40, ça peut être l'Eurostoxx 50 ou un indice américain ou peu importe. Donc là, en termes d'indices qui existent dans le monde, il y a beaucoup plus d'indices que de valeurs mobilières cotées. C'est pour vous donner déjà le scope, le périmètre de la variété de possibilités d'investissement. On peut aller sur toutes les classes d'actifs, sur toutes les zones géographiques, sur des thématiques très spécifiques, très précises. Donc ça, c'est le deuxième avantage, la grande diversité et la possibilité de diversifier son portefeuille grâce aux ETF. Et enfin, le troisième avantage que je citerai, c'est celui des frais de gestion, puisqu'on est quand même sur des frais de gestion annuels relativement faibles. On est à 0,25% de frais de gestion annuels en moyenne sur les ETF en Europe. Donc on est quand même sur des frais relativement faibles pour des fonds communs de placement.
D'accord, ça c'est les avantages. Alors les risques, il y en a quand même quelques-uns, il faut peut-être les signaler. Oui, alors pareil, là je vais en citer 3, mais il y en a sans doute plus que 3 aussi. Le premier risque, le plus évident, c'est le risque de perte en capital. Ouais. Donc là, quand on investit sur un ETF qui réplique un indice action ou qui réplique un indice obligataire, on peut perdre sur le capital qu'on a investi, a fortiori quand on investit sur des indices actions par rapport à des indices obligataires. Donc on s'expose à un risque de perte en capital. Si le marché ou l'indice perd 10 ou 20%, l'ETF va perdre 10 ou 20%. Il y a un effet miroir de la performance aux frais de gestion prêt. Le premier donc, inconvénient. Le deuxième inconvénient, qu'on n'a pas forcément souvent en tête, c'est le risque de change. Là, quand on investit sur des indices qui ne sont pas investis que sur des entreprises de la zone euro, même en Europe, si on va sur des indices européens, ça veut dire qu'on va sur de la livre sterling, sur du franc suisse, sur de la couronne suédoise. Et à partir de ce moment-là, il y a une parité de change qui s'exerce. Et donc, on est exposé à ce risque de change. A fortiori, si je vais sur des indices des pays émergents, des indices américains, où là, 100% de l'indice peut être investi en dollars. Donc, on est exposé à 100% à ce risque de change. Après, on peut évidemment... on l'aurait en direct aussi, hein. Oui, comme on irait sur une action américaine ou une action britannique, on a également ce risque de change. Et enfin, le troisième risque, c'est ce que l'on appelle le risque de liquidité. Ça veut dire que quand vous allez décider d'acheter ou de vendre un ETF, vous avez en face de vous un animateur de marché, plusieurs d'ailleurs animateurs de marché, qui sont des professionnels de marché, des établissements bancaires, qui va vous proposer un prix d'achat et de vente selon que vous voulez vous acheter ou vendre votre ETF. Et là-dessus, eh bien, la liquidité peut parfois manquer, même si historiquement on a vu que la liquidité était plutôt assurée, mais si jamais il y a un assèchement de la liquidité sur un indice, sur un actif, comme les obligations au rendement, ou sur des actions, je ne sais pas, sur les pays émergents par exemple, eh bien ça va se refléter dans la liquidité de l'ETF, c'est-à-dire que la fourchette achat-vente peut être élargie. Donc, c'est ce qu'on appelle le risque de liquidité. D'accord. Juste pour préciser, parce que je ne l'ai pas dit au début, vous pouvez poser vos questions, évidemment, hein, s'il y a des doutes, s'il y a des questions qui vous trottent, qui vous passent par la tête, vous posez les questions directement sur votre clavier. Et moi, les questions arrivent, d'ailleurs, elles arrivent déjà au fil de l'eau. On en reparlera tout à l'heure, on y répondra à la fin. On va parler des indices sous-jacents, justement, les fameux indices ISR, donc responsables. Quels sont-ils? Comment ça marche? Alors oui, on peut aller sur des indices traditionnels, comme le CAC 40, comme on l'a cité, comme l'Eurostoxx. Bon. Mais on peut aussi décider d'investir responsable en sélectionnant des ETF qui vont répliquer des indices ISR ou ESG. Alors comment ça marche? L'indice ISR, donc toujours pareil, on a des acronymes, désolé pour ces acronymes, mais là pour le coup c'est un acronyme français, ça s'appelle investissement socialement responsable. Ça veut dire que l'indice va investir sur, par exemple, une classe d'actifs comme les actions, une zone géographique comme l'Europe, donc actions européennes, mais le fournisseur d'indices, celui qui crée l'indice, va mettre en place des filtres d'investissement responsables pour sélectionner au sein de chaque secteur d'activité les meilleurs élèves en matière d'environnement, de social et de gouvernance. Donc c'est ce que l'on appelle la gestion ISR. Donc on sélectionne les meilleurs élèves au sein de chaque secteur. Et là, chez BNP Paribas Asset Management, on va proposer une gamme d'ETF qui va répliquer des indices actions sur les pays émergents, sur le monde, sur l'Europe, sur la zone euro, sur le Japon, sur les États-Unis, ou sur des indices obligataires aussi qui peuvent avoir des filtres ISR. D'accord. Donc ça, c'est la partie indicielle, on va dire. Vous avez une thématique, vous avez des thématiques aussi chez BNP en particulier. Vous êtes connu pour ça, avec particulièrement le bas carbone, ça fait longtemps déjà. Vous pouvez nous en parler un petit peu oui, bien sûr. De ces thématiques? À côté de ces indices ISR, donc on va dire qui ont une représentation sectorielle à peu près identique au marché, aux indices connus, on peut avoir donc des indices thématiques qui, eux, n'ont pas la représentation sectorielle d'une économie. Là, on va vraiment investir sur une thématique, donc peut-être 1 ou 2 ou 3 secteurs d'une économie. Et là, effectivement, on est pionnier dans
enfin l'un des pionniers dans ce domaine-là, puisqu'on a lancé en 2008, donc il y a plus de 12 ans maintenant, on a lancé un indice, un ETF qui réplique un indice bas carbone. Donc là, on est sur la thématique du bas carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur l'univers des actions européennes et que le fournisseur d'indices a mis en place une méthodologie consistant à sélectionner les meilleures entreprises en termes d'émissions de CO2 en lien avec la trajectoire des accords de Paris en matière de réchauffement climatique. Donc là, on est sur une thématique très particulière pour les investisseurs qui veulent se positionner sur une thématique environnementale et réduire l'empreinte carbone de leurs investissements. Donc ça, c'est le bas carbone, mais on peut avoir d'autres thématiques comme l'économie circulaire qu'on a lancée en mai 2019, où là, on passe d'un système économique linéaire actuel qui consiste à produire, à consommer, à extraire les ressources naturelles, à les jeter. Ça, c'est le système aujourd'hui. Et on passe vers un système d'économie circulaire dont on entend de plus en plus parler, où là, l'objectif est de préserver les ressources naturelles et de limiter la gestion des déchets. Et donc, cet indice va investir, va sélectionner des entreprises spécialisées ou en tout cas qui ont mis en place des politiques actives en matière d'économie circulaire. Par exemple, c'est le partage. Ce sont les plateformes de partage, le leasing, enfin le prêt, la location. Ça peut être aussi la lutte contre l'obsolescence programmée. Ça peut être aussi l'éco-conception. Bref, on va retrouver des entreprises spécialisées ou en tout cas qui ont mis en place des initiatives dans ces différents domaines. Rien ne se perd, tout se recycle. C'est un peu ça le principe. Le principe de cette thématique-là. Il y a aussi, on parle beaucoup de l'économie bleue, la blue economy. C'est peut-être un petit peu plus récent. Peut-être que les gens connaissent moins sur l'économie maritime. Vous pouvez nous en parler un petit peu peut-être? Oui, alors c'est tout à fait récent puisque là on a lancé un ETF qui réplique un indice qui s'appelle Blue Economy. On l'a lancé en octobre, donc c'est vraiment tout récent. Et oui, on est aussi sur une thématique ESG, donc environnement, social et gouvernance, avec des filtres qui permettent de sélectionner des valeurs dans le domaine des océans, donc les acteurs économiques qui rayonnent autour des océans. Donc ça peut être la pêche, l'aquaculture, mais ça peut être le tourisme aussi, l'écotourisme. Bref, il y a différents secteurs, sous-secteurs au sein de la Blue Economy. Et nous, l'ETF va répliquer l'indice qui a été construit par un fournisseur d'indices indépendant, toujours avec des critères, des filtres ESG. Donc les valeurs qui ne passent pas les filtres E, environnement, S, social et G, gouvernance, sont exclues de l'univers d'investissement de l'indice et donc de l'ETF. On a plein de questions. Alors Tant mieux. Voilà, alors on va y passer. Peut-être dernière chose quand même, on n'a pas parlé de performance. Ce serait pas mal d'en parler, parce que bon, c'est bien, c'est vrai qu'on a un vaste choix, on l'a bien compris, sur cette thématique responsable. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des performances ? Bah oui, je pense que la performance, c'est un élément quand même déterminant aussi pour faire son choix. On peut décider d'investir responsable parce qu'on a une éthique en tant qu'investisseur, parce qu'on veut réduire son empreinte carbone, mais en tant qu'investisseur, on recherche tous la performance de son investissement. Et donc là, on a regardé l'ensemble des indices que nous répliquons. Nous avons 14 indices ISR ou ESG, donc on va dire des indices responsables que nous répliquons avec nos ETF. Et là, quand on regarde sur 1 an, 3 ans, on a constaté qu'on faisait mieux sur 12 indices sur 14, donc ça représente à peu près 85%. Donc 85% des indices que nous répliquons, on fait mieux avec un indice ISR ou ESG qu'avec un indice identique qui n'a pas ces filtres ISR ni ESG. Donc on peut dire, sur le court terme, puisque 1 an et 3 ans, ça reste du court terme, qu'on peut démontrer qu'on arrive à générer de la performance, même si là, c'est de la surperformance. Il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. On n'a pas 5 ans, 10 ans forcément là, sur tous les indices que nous avons lancés, parce que nous avons lancé des thématiques ESG assez récemment, d'autres il y a plus longtemps. Le bas carbone, sur 12 ans, surperforme les indices actions européennes.
Mais après, comme il y a des exclusions dans ces indices, et notamment les énergies fossiles qui sont exclues, c'est vrai aussi que la performance et la surperformance qui a été générée sur 1 an ou 3 ans dernièrement est due aussi à ces exclusions. Donc, si les performances passées ne présagent pas des performances futures, donc si à l'avenir les énergies fossiles devaient performer de façon très forte, c'est sûr que ces indices ISR ou ESG en pâtiraient puisqu'il n'y a pas d'énergie fossile dedans. Momentanément, toujours pareil, il faut prendre du recul. C'est une démarche de long terme, de toute façon, investir responsable, c'est une démarche de long terme, on n'est pas sur des choix tactiques sur quelques semaines ou quelques mois, on est vraiment sur du long terme, sur du 5 ans, sur du 10 ans, sur 15 ans. C'était une des questions justement. Voilà, on va commencer par là. C'est quoi la duration idéale? Il faut se donner 5 ans, il faut se donner 10 ans, il faut se donner 20 ans Alors, la durée d'investissement minimum recommandée, qui est régie par l'autorité des marchés financiers, c'est 5 ans sur les OPCVM, donc les organismes de placement collectif en valeur mobilière, investis sur des indices actions. Donc, qu'on soit sur des ETF trackers ou des fonds de gestion active, de toute façon, on est sur 5 ans de durée minimum d'investissement recommandée. Après, dans les faits, vous avez des investisseurs qui aiment bien aller sur des thématiques sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et donc là, qui vont faire des choix tactiques et changer de thématique. Mais globalement, la majorité des investisseurs, et surtout les investisseurs particuliers, vont acheter des ETF actions et les garder en portefeuille pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, voire plus longtemps. D'accord. Il y a beaucoup de questions sur la partie fiscalité. On n'en a pas parlé. Est-ce qu'on peut mettre un ETF dans un PEA? Est-ce qu'on peut mettre dans une assurance vie? C'est vrai qu'on n'a pas abordé cette question. Oui, a priori, c'est ça aussi l'avantage de l'ETF. Alors, oui, mais ça dépend. Donc, pour le PEA, donc effectivement, si on regarde les 2 enveloppes fiscales préférées des Français, pour le PEA, tous les ETF ne sont pas éligibles au PEA parce que, comme vous le savez, il faut que les indices soient investis sur des actions de l'Union européenne à hauteur d'au moins 75%, ce qui n'est pas le cas de tous les indices. Donc, effectivement, tous les indices zone euro ou Europe, la plupart, bon après avec le Brexit ça risque de changer les choses, mais on doit avoir la moitié de notre gamme qui est éligible au PEA. Donc il faut bien vérifier cette éligibilité au PEA, si vous voulez investir dans le cadre de votre PEA, avant d'investir, mais tous ne sont pas éligibles au PEA. La deuxième enveloppe fiscale, c'est l'assurance vie. Tous les ETF sont éligibles à l'assurance vie. Je ne vais pas dire le problème, mais le fait est qu'ils ne sont pas tous référencés dans les contrats d'assurance vie qu'un particulier peut détenir. Donc il faut faire la demande auprès de sa compagnie d'assurance pour savoir si tel ETF a été référencé. Mais ils sont éligibles, mais après il faut demander à l'assureur de référencer tel ou tel ETF si vous voulez souscrire dans le cadre de votre assurance vie. Donc quand même bien se renseigner avant de se lancer. Là, aller voir même la documentation, c'est important, se renseigner auprès de son intermédiaire. C'est primordial, passer un peu de temps puisqu'on parle d'investir responsable, on parle de gestion long terme. Donc à partir du moment où on sait qu'on va garder son ETF pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, on peut y consacrer quelques minutes, 10, 20, 30 minutes pour aller regarder et la documentation légale et la documentation, ce qu'on appelle marketing, qui va donner les caractéristiques principales de l'ETF, ses frais de gestion, la durée d'investissement minimum recommandée, les 10 principales lignes du portefeuille. Il y a quelques informations qui sont clés avant d'investir et surtout la performance. Parce que souvent, l'investisseur va choisir, il va faire son allocation d'actifs et puis il va dire, bon, d'accord, je vais investir sur les actions européennes, je vais regarder tous les ETF qui existent sur Euronext Paris, sur les actions européennes. Et ensuite, l'investisseur particulier va souvent faire son filtre en fonction des frais de gestion, alors qu'il faut le faire en fonction de la performance finale. Donc, c'est comme pour tout placement, il faut regarder la performance sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, si le fonds a été créé il y a plus de 10 ans, et on compare les éléments comparables, mais non pas sur les frais de gestion, mais sur la performance. C'est vraiment l'élément déterminant
de la sélection. On rejoint d'autres questions, là, vous y répondez en partie. Alors déjà, les questions qui viennent, c'est il y a énormément de choix. Où est-ce que je peux trouver la liste des thématiques, par exemple? Certains sont visiblement un petit peu perdus dans le nombre de produits. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit vous avez l'habitude de travailler avec un fournisseur d'ETF comme BNP Paribas Asset Management. Le nom de notre gamme d'ETF, c'est BNP Paribas Easy. Donc, vous pouvez, dans un moteur de recherche, aller sélectionner BNP Paribas Easy, soit en allant sur le site bnpparibaseasy.fr pour un investisseur français. Et là, il va retrouver sur le site de l'émetteur toute sa gamme, soit on n'a pas fait son choix encore de l'émetteur, et là on passe via soit son intermédiaire financier qui lui aussi généralement propose un moteur de recherche, on met ses filtres, on veut investir ISR, on veut investir sur des actions de la zone euro, on veut une couverture contre le risque de change ou pas, on veut une éligibilité PEA ou pas. Donc les moteurs de recherche sont très bien faits. Ou troisième possibilité, on va sur le site d'un média comme sur boursier.com et puis pareil, on va retrouver un moteur de recherche et on va pouvoir mettre ses filtres. Donc le niveau de filtre qu'on va mettre est très important pour affiner sa sélection, parce qu'effectivement, comme dit cette personne-là, le choix est vaste. Donc en fait, les paramètres sont très importants. C'est avoir quand même une petite idée de ces paramètres pour nourrir la machine qui va vous renseigner. Le plus important à la base quand on construit une gestion de patrimoine, et ça les conseillers patrimoniaux et les intermédiaires financiers le diront à tous ceux qui veulent investir, c'est de bâtir son allocation d'actifs. C'est de savoir combien je vais mettre en immobilier, en actions, en obligations. Donc déjà, on va construire son allocation d'actifs. Après, une fois qu'on a dit « Ok, je vais investir 20% sur les actions américaine, eh bien on se dit quel type d'indice je veux. Je veux un indice plutôt technologique. Donc, dans ce cas-là, je vais aller sur le Nasdaq. Je veux un indice plutôt entreprise industrielle. Je vais aller plutôt sur le Dow Jones. Ou je veux un indice très diversifié, représentatif de l'économie américaine. Et là, je peux aller sur le S&P 500, qui, lui, va proposer une large diversification, puisqu'on est investi sur 500 valeurs. Donc oui, il faut regarder tous ces critères. L'émetteur, la robustesse, la qualité de l'émetteur, peut-être la notoriété du nom de l'indice, Nasdaq, Dow Jones, S&P, le Stoxx Europe, MSCI. Bon, je donne plein de noms, mais ça, ce sont des noms d'indices qui sont très connus. Donc ça y fait aussi. Puis après, regardez si on n'investit pas sur des indices trop concentrés. Si on est sur un indice composé de 20 valeurs, peut-être qu'on a un risque un peu trop concentré. Donc on va... Pour celui qui n'a pas envie de s'embarrasser et de gérer son portefeuille au mois le mois et qui veut vraiment aller sur une approche long terme, il va plutôt aller sélectionner des indices très diversifiés sur 100, 150, 200, voire 500 valeurs. Il va plutôt jouer la sécurité. Voilà. La sécurité, tout en étant dans un périmètre de marché action. Tout à fait. On est sur les actions. Alors justement, en question sécurité, on a des questions un petit peu inquiètes. Là, est-ce que je peux tout perdre ? Oui, en théorie, on n'est pas sur des instruments spéculatifs, attention, on n'est pas sur des produits à effet de levier, même il peut y avoir un effet de levier sur certains ETF, nous n'en proposons pas au sein de BNP Paribas Asset Management, nous n'avons pas d'effet de levier, mais vous pouvez avoir un effet de levier de 2, c'est-à-dire un coefficient multiplicateur de la performance par 2 à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est ce qu'autorise la réglementation en France de proposer cet effet de levier jusqu'à 2. Mais on n'est pas sur des instruments tactiques court-termistes, spéculatifs, où on va avoir une tendance vraiment court terme pour amplifier cette tendance. Non, on réplique la performance d'un indice. Donc, si l'indice fait moins 30, moins 50, moins 70%, parce qu'on a une crise boursière, l'ETF suivra la performance. Après, un indice qui passe de 100 à 0, c'est rare. Enfin, que le marché action ne vale plus rien, c'est assez peu probable. Mais pour répondre à la question de cette personne-là, on ne peut pas perdre plus que ce que l'on a, mais oui, on est complètement exposé à un risque de perte en capital qui équivaut au niveau de baisse de l'indice sur lequel on a investi. Puisqu'on réplique l'indice. Beaucoup de questions aussi assez concrètes sur les frais de gestion. Comment ça marche ?
Ils sont assez faibles, visiblement. Oui, alors les frais de gestion sont défalqués chaque jour de la valeur liquidative du fonds. Donc, on n'est pas prélevé de façon mensuelle ni annuelle, parce que je parlais tout à l'heure de frais de gestion annuels. Ce n'est pas une fois tous les ans qu'on va être prélevé des frais de gestion. Non, c'est chaque jour. Il va y avoir un petit prélèvement à hauteur de 1 sur 365e, même s'il n'y a pas 365 jours de bourse. Mais chaque jour, la valeur liquidative, c'est-à-dire la valeur quotidienne de l'ETF, va être impactée par une toute petite légère baisse due aux frais de gestion du fonds. Les 0,25% divisé par, je ne sais pas, 250 jours de bourse, on imagine bien que l'impact est très limité. Mais après, quand on conserve un an, l'impact est de 0,25, 0,15 selon l'indice sur lequel on investit, voire plus. On peut être sur des indices avec un peu plus de frais de gestion annuels. Des questions aussi étonnées sur pourquoi y a-t-il certains ETF qui sont éligibles au PEA alors qu'ils portent sur le Nasdaq ou le Standard & Poor's? Oui, alors là, je vais faire court pour pas trop rentrer dans la technique, puisqu'on est quand même sur un webinaire pédagogique. Mais oui, cette personne a tout à fait raison. Nous avons un ETF sur le S&P 500, donc c'est Standard & Poor's 500, qui représente l'économie américaine. Et c'est vrai que cet ETF est éligible au PEA. Alors, c'est contre-intuitif, puisqu'effectivement, on n'est pas sur un univers d'action européenne. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une méthode de réplication. Quand on réplique un indice, on peut soit le répliquer physiquement, c'est-à-dire en achetant les 500 valeurs de l'indice américain. Ça, c'est de la réplication physique. Et dans ce cas-là, si on était en réplication physique, l'ETF ne serait pas éligible au PEA. Mais on peut être aussi en réplication synthétique, c'est-à-dire qu'on va échanger la performance d'un panier d'actions européennes contre celle d'un panier d'actions américaines. Et c'est grâce à cela que l'ETF sur le S&P 500 peut être éligible au PEA. Donc c'est la méthode de réplication qui va rendre certains ETF éligibles au PEA alors qu'ils ne sont pas investis en... D'accord. Ça nous mène à la question d'après. C'est quelle méthode de réplication privilégiez-vous? Alors là... Le thème de ce webinaire, c'est comment investir de façon responsable avec les ETF. Donc je dirais... On s'éloigne un peu. Non, c'est pas qu'on s'éloigne, c'est que je dirais que j'aurais dit peu importe d'une manière générale, il n'y a plus de débat sur réplication physique, synthétique, il n'y a pas plus de risques en réplication physique ou synthétique, ça a été très documenté. Il y a des avis pour, des avis contre la réplication physique, la réplication synthétique. Donc, à la limite, il n'y a plus de questions là-dessus. En revanche, quand on décide d'investir responsable, et c'est pour ça que je voulais revenir sur le thème, là, je pense qu'aller sur de la réplication physique, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand je décide d'investir sur les entreprises de l'économie circulaire et que je veux avoir la performance de cet indice spécialisé sur la thématique de l'économie circulaire, je veux vraiment investir sur ces actions qui sont moteurs dans l'économie circulaire. Donc la réplication physique ici va s'imposer à moi puisque j'ai une éthique en tant qu'investisseur où je veux que la société de gestion aille représenter mes investissements lors des assemblées générales, par exemple, mais sur les titres que le fonds détient réellement, physiquement. Donc je dirais plutôt physique quand il s'agit d'investir responsable. Alors ça, c'est vrai qu'il y a quelques questions là-dessus, hein, en particulier sur l'économie circulaire, on va y revenir. Comment ça marche quand il y a une assemblée générale? Donc c'est aussi important, ce côté physique. Là, on n'est pas dans l'abstrait, on est face à l'entreprise. Ouais. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme une action normale, finalement? Ça fonctionne comme une action normale, ça fonctionne comme un fonds de gestion active, peut-être que nos auditeurs connaissent mieux. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va agréger les positions que nous détenons au sein de BNP Paribas Asset Management, que ce soit via des ETF trackers ou via des fonds de gestion active. Et puis on va remonter toutes ces positions et on va dire, ben voilà, on détient X actions de la société Y. Et effectivement, après, nous avons un service qui s'appelle le Sustainability Center au sein de BNP Paribas Asset Management qui va aller représenter nos clients aux assemblées générales pour voter
pour, contre, abstention, selon certaines résolutions qui sont prises en Assemblée générale. Si on estime que la résolution va à l'encontre des principes d'investissement responsable que nous avons, nous allons voter contre, et tout ça fait l'objet d'un rapport annuel transparent où on va donner tous les détails des résolutions sur lesquelles nous avons voté dans l'année. Donc vous avez un vrai levier en direct, on peut dire. Hein. Exactement, c'est très important. C'est vrai que quand on investit de façon responsable, on a aussi envie de savoir qu'on investit sur telle et telle valeur et qu'on a la possibilité d'influer sur la gouvernance ou sur les aspects sociaux ou environnementaux des entreprises en direct, et c'est ce que nous faisons au quotidien. Alors, ça nous amène à une autre question sur l'économie circulaire, mais qui s'applique aussi au bas carbone. Comment vous êtes sûr que les sociétés, voilà, on y vient, qui ont été sélectionnées dans l'indice répondent vraiment bien aux critères et qu'on ne se fait pas avoir en quelque sorte en croyant faire du circulaire et la société n'est pas vraiment conforme à ce qu'on attendait? Alors, on n'est pas forcément sur des acteurs purs, spécialistes de l'économie circulaire, parce qu'on doit être sur des grosses capitalisations boursières. Donc, les acteurs spécialisés sur l'économie circulaire, il y en a finalement très peu, et la liquidité n'est pas suffisante pour proposer un ETF. Donc, on va être sur des entreprises plutôt de taille importante en termes de capitalisation boursière, mais qui sont les meilleurs élèves au sein de leur secteur en termes de bonnes pratiques sur l'économie circulaire. Donc, c'est pas... voilà. Donc, déjà, pour répondre au premier point. Comment être sûr? On travaille avec des fournisseurs d'indices. Ce n'est pas nous qui sélectionnons les valeurs. C'est le fournisseur d'indices. Donc, nous, notre travail, c'est de choisir des fournisseurs d'indices solides, avec des méthodologies qui ont été éprouvées, et d'ailleurs que nous soumettons systématiquement à notre Sustainability Center, qui regroupe des analystes extra-financiers et qui vont regarder si l'indice leur convient en termes de filtre de sélection. Donc oui, on a toute une étude préalable avant de lancer un ETF sur le fournisseur d'indices et sa capacité à créer des filtres pertinents pour sélectionner des valeurs du bas carbone, de l'économie circulaire ou de la blue economy. D'accord. Bon, il y a quelques questions qui viennent un peu en vrac. Après, on va pas pouvoir malheureusement répondre à tout le monde, parce qu'il y a des questions un petit peu personnelles, on va dire, sur des cas un petit peu pointus. Une question plus globale, la différence entre un ETF et une SICAV. Bon, ça, c'est une question un peu basique. Oui, mais c'est bien parce que ETF, SICAV, FCP, OPCVM, ISR, ESG, c'est vrai qu'on a beaucoup d'acronymes. SICAV, c'est une société d'investissement au capital variable. C'est un format juridique d'un fonds. Un ETF peut être une SICAV. Donc, il n'y a pas de différence. La SICAV, c'est un statut juridique d'un fonds. Donc, un OPCVM, organisme de placement collectif en valeur mobilière, peut être soit une SICAV, soit un fonds commun de placement. Après, dans les SICAV ou les fonds communs de placement, vous pouvez retrouver des ETF. On va peut-être conclure. Bertrand, si on peut résumer un petit peu toutes ces questions. On voit bien quand même, il y a des grandes tendances, des grandes questions qui se dessinent sur la fiscalité, sur la façon... comment ça se passe derrière un petit peu la cuisine, c'est vrai que les questions sont tournent autour de ces thématiques. C'est quoi, pour vous, en résumé, les trois points forts, hein, s'il y en a trois, il y en a peut-être plus des ETF? Alors, sans revenir sur les trois points forts, mais surtout les trois étapes importantes pour construire un portefeuille à base d'ETF. Le premier point, je le disais tout à l'heure, c'est de construire une allocation d'actifs. Donc là, il faut être entouré. Si on n'a pas soi-même suffisamment d'outils ou de connaissances pour se dire je vais investir tant en actions et puis tant sur les États-Unis, les pays émergents, l'Europe, on se fait entourer de son conseiller bancaire qui est là pour ça. Donc l'allocation d'actifs est clé avant même d'aller sur les briques. Parce qu'un ETF, c'est une brique qui permet de construire une allocation, une brique parmi tant d'autres. Mais d'abord, l'important, c'est de construire son allocation. Ça, c'est la première étape qui est sans doute importante pour tout investisseur. Il faut déjà avoir les idées claires, quoi, en fait. Et si on ne les a pas assez, on se fait conseiller. Il faut avoir les idées claires parce que, quelque part, c'est ça qui détermine le risque qu'on prend. Si on investit 100% de son patrimoine en actions, on est
on est exposé à 100% au risque action. Donc, il faut diversifier ces risques. Mais ça, c'est de la gestion de patrimoine et il y a des spécialistes qui sont là pour conseiller les investisseurs. Le deuxième élément, c'est, je le disais aussi, mais je le rappelle parce que c'est vraiment très important, c'est ensuite quand on a décidé ces blocs dans son allocation d'actifs en zone géographique et en classe d'actifs, c'est de choisir un ETF, non pas en fonction des frais de gestion. Donc, ce n'est pas parce qu'il est à 0,15% de frais de gestion par an qu'il sera forcément plus performant qu'un autre qui est à 0,25%. Il y a quand même des gérants derrière chaque fonds et le gérant est là pour améliorer la qualité de gestion et de réplication. Donc lui, son rôle au quotidien, c'est de répliquer au plus près. Et vous avez des gérants qui peuvent faire ça plus ou moins bien. Donc je dirais que la sentence finale, c'est la performance sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans du fonds. Donc sélectionnez bien les ETF en fonction de ça quand vous avez à faire vos filtres. Et puis enfin, on l'a mentionné, mais investir de façon responsable, on peut le faire aussi dans le cadre d'une enveloppe fiscale. Donc vous avez de nombreux ETF qui sont éligibles au PEA, donc autant en profiter. Et l'assurance vie n'est pas encore peut-être suffisamment développée, mais ça se développe énormément en France depuis 1 an ou 2 maintenant, même si ça fait 10 ans que les ETF sont éligibles à l'assurance vie. Mais le nombre d'ETF référencés dans l'assurance vie sont encore assez peu présents. Donc n'hésitez pas à aller voir votre assureur pour lui demander de référencer des ETF au sein de votre contrat. Merci beaucoup Bertrand, merci encore. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Certaines, bon voilà, c'était pas simple, il y en a beaucoup, énormément. Il y aura peut-être un autre webinaire sur le sujet, c'est tellement vaste. Merci encore et à bientôt. Merci, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.